Stan Leloup, un youtubeur que j'admire, a créé un SaaS qui s'appelle Schoolmaker, qui est une sorte de plateforme de formation qu'il propose à sa communauté. Ce qui est très intéressant, c'est que récemment il a fait un podcast qui s'appelle Le Trilliard, qui se nomme Créer un SaaS qu'on ne sait pas coder. Et dans celui-ci, il précise exactement les compétences qu'en tant que développeur qui veut se démarquer, qui veut travailler pour des applications innovantes et qui souhaiterait potentiellement travailler avec un Stan Leloup, eh ben il précise les compétences qu'il faut avoir. Et donc, dans cette vidéo, je te propose de réagir à ce podcast de manière totalement freestyle. C'est parti. Alors voici le podcast Créer un SaaS qu'on ne sait pas coder. Premier sujet, c'est comment trouver le bon développeur. Parce que toi, tu veux être le bon développeur. Donc écoute, qu'est-ce qu'il cherche pour un bon développeur? C'est la meilleure méthode. C'est vraiment comment est-ce que tu trouves le développeur. Et il y a un problème énorme, c'est comment est-ce que tu choisis le bon développeur si toi-même t'es pas codeur. Je pense que l'idéal, dans la majorité des cas, c'est de trouver un associé. Même si en fait tu as le budget pour payer la personne, exactement pour ce que tu dis. Parce que si tu payes une personne et que toi tu n'es pas capable d'évaluer exactement ce qu'il fait, et ben tu as un peu cette partie super importante de ton business sur lequel il n'y a pas un ownership en fait. Il y a personne qui est là et c'est son business et il vérifie que c'est bien fait. Alors que si tu as un associé qui est un associé technique, même si lui il recrute des développeurs en dessous, et ben lui et même lui il a intérêt potentiellement à il déléguer plus tard, c'est ça. En fait, ouais, il a intérêt. Ou alors, simplement, tu vois, il est là pour le long terme versus il est payé tous les mois et si demain il part ou si ça échoue, etc. Donc je pense qu'avoir un associé, ça aide quand même beaucoup et ça diminuera largement ton stress parce que tu auras quelqu'un d'autre qui se casse la tête sur la partie où toi, tu n'es pas capable de casser la tête parce que tu la comprends pas suffisamment bien. Et c'est parfaitement possible de payer en fait une personne et de développer quelque chose. Et tu peux faire, il y a des risques qui sont là. Et l'autre élément, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que ça coûte quand même vraiment cher de développer un produit. Et tu te rends compte que si en fait tu dois payer un développeur senior à son market rate, ça va coûter cher. Et c'est quasiment impossible du coup pour un débutant de faire ça. Donc là, t'entends. Ce qu'il nous dit, et c'est super intéressant, si tu crées un SaaS, soit tu vas trouver un associé tech, soit tu emploies un tech, et généralement quand tu crées un SaaS de zéro, et ben, tu vas chercher quelqu'un d'assez expérimenté, donc une personne avec beaucoup de compétences, il va avoir un TGM élevé, et donc il va te coûter très cher. On s'en est tiré, tu vois, mais j'ai eu des périodes un peu de sueur en mode, il y a une personne qui doit partir, on doit mettre une autre personne, et en fait cette autre personne, on sait pas à 100% si elle va pouvoir tenir le coup, mais si elle tient pas le coup et que je le bug de Hellscout et que tout d'un coup les gens peuvent plus se loguer, et que l'autre il est un peu dans les choux, et ça lui prend une semaine, tu vois, de pouvoir régler le truc, on peut vraiment être dans la merde, tu vois, donc tout d'un coup, tu te retrouves face à des éléments où tu te dis... Et donc là, il montre la puissance que tu as quand tu es développeur. Tu es en train d'écrire un programme que généralement le fondateur ne peut pas comprendre. La seule personne qui peut résoudre les problèmes rapidement, c'est généralement toi en tant que développeur qui a créé le projet. Et un autre développeur, suivant la qualité du développeur numéro 1, qui essaie de reprendre le projet et l'améliorer, eh ben, il a des chances de galérer et de prendre beaucoup plus de temps. Donc ça devient encore plus important de trouver un bon développeur qui écrit un code cohérent, logique, qui suit les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'il faut suivre les bonnes pratiques d'ailleurs. Il faut pas se louper quoi. Et après il était junior et haut, donc c'était pas non plus un investissement énorme, mais en fait ça amenait rien parce que lui vraiment tu sentais ce qui l'intéressait, il était très bon autodidacte, impeccable, mais ce qui l'intéressait c'est vraiment résoudre le problème technique, toi. C'est l'élégance, le kiff du travail, toi. En tant que tel, pas vraiment l'objectif final, toi. Il s'en fiche un peu, est-ce que le truc fonctionne ou pas à la fin, est-ce qu'il est utile, c'était pas très important pour lui. Et donc il passait, par exemple, il a passé 2 mois sur des questions de sécurité dont on s'en foutait totalement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème de sécurité pour ce sujet-là, mais parce que lui ça l'intéressait, il trouvait que c'était important, que c'était intéressant, ainsi de suite. Et donc on a fini par séparer lui, et juste après qu'ils sont séparés. Et donc là tu vois un énorme point important. Et là, c'est souvent ce que je mets en avant sur mes réseaux sociaux. Créer du code pour la beauté du code, pour la beauté technique, c'est bien. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est pas être développeur, c'est être artiste. T'es artiste qui aime créer des trucs. Quand t'es développeur, ton but c'est de répondre à un besoin rapidement et simplement. Et c'est ce genre de personne qu'on recrute quand on crée un SaaS. C'est quelqu'un qui fait les choses vite, bien, efficacement et qui est pas là pour implémenter cette super dernière technologie de la mort qui tue et qui prendra une semaine mais ce sera bien parce qu'on aura un meilleur code. Et c'est exactement ce qu'il dit, il a viré un junior développeur parce que lui, son but, c'était d'apprendre, c'était de faire les choses bien, etc. Alors que le but, généralement, d'un créateur de SaaS, c'est pas de faire les choses bien, c'est de faire les choses vite et de manière simple. Un autre gars dans l'équipe qui est juste bon en spreadsheet, qui est de base pas développeur, il l'a connecté à l'API d'Amazon et tout ce qu'on voulait faire, ça a été fait en littéralement 2 jours, quoi. Donc mais là tu vois la puissance d'être un développeur, c'est juste résoudre des problèmes. Et tu peux être un développeur et dire, bah en fait, pour créer un e-commerce, on va pas se faire chier à faire ça tout nous-mêmes et on va utiliser Shopify. Être un bon développeur, c'est admettre que Shopify va faire mieux le travail que toi et que Shopify fera un meilleur travail pour les
prochaines personnes qui travailleront sur le projet? La majorité des développeurs, c'est plus des artistes que vraiment il manque un peu le côté pratique, la façon un peu directe de faire les choses. Et du coup, il faut aller vers les seniors. Et c'est là que tu commences à payer très cher. Et la majorité des développeurs, c'est des artistes. Si tu veux être un développeur compétent qui apporte énormément de valeur, arrête d'être un artiste et deviens un développeur qui résout des c'est là en problèmes. fait où tu te rends compte que tu te dis, mettons tu veux monter un SaaS. Tu dis ok, moi je sais faire du marketing, je vais prendre un mec qui sait faire du code et ensemble marketing plus code, on a une équipe gagnante. En fait, tu te rends pas compte mais tu as un énorme gap dans cette équipe. Gouffre, ouais. Et le gap c'est le produit. Et moi c'est vraiment ça, c'est comme ça que mon premier logiciel a été détruit quoi. Parce que on voulait faire un logiciel qui aidait les gens à faire des pubs Facebook. À l'époque, ouais. Copilot, c'était quoi? Copilot. Copilot. Le problème c'est que comment est-ce que tu transmets, ok, on va faire un truc pour aider la pub Facebook, est-ce que tu devrais faire ça, à un développeur. Et en gros, le développeur, il arrive, mais lui, il a jamais fait une pub Facebook de sa vie, en fait. Et donc, du coup, il essaye de faire tant bien que mal ce qu'il pense après être approximativement ce que tu veux. Et en fait, c'est pas du tout ce que tu veux. Ça ressemble à rien. Si tu as un seul dev qui est associé ou si tu payes une personne, tu veux pas, en fait, qu'il passe son temps à essayer de comprendre, ok, du coup, comment est-ce que le bouton devrait où est-ce que le bouton devrait se trouver, pourquoi est-ce que les gens veulent faire ci ou faire ça, etc. Le problème, ça va toujours être comment est-ce que tu évalues un développeur. Et je pense que la meilleure manière, c'est d'avoir travaillé avec lui. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens montent une boîte avec des gens avec qui ils ont travaillé dans une boîte précédente, en fait. Vraiment savoir à quel point tu peux compter sur une personne, même si tu la connais depuis des années, en fait. Donc, dans ce cas, je pense que l'idéal, c'est d'avoir une personne avec qui tu as travaillé. Si tu n'as pas une personne avec qui tu as travaillé, le mieux pour trouver une personne qui est compétente techniquement, c'est d'avoir une référence d'un dev que tu connais ou d'une personne avec qui tu as travaillé qui dit ok, ce mec-là, il est compétent, ou au moins tu sais qu'il y a une base. Et après, tu peux faire des projets tests. Le problème, c'est que si tu fais un projet test, contrairement à, tu vois, si je dois tester un copywriter et que je fais un projet test, l'avantage, c'est que je peux évaluer son... Donc ici, meilleur moyen de trouver un cofondateur, ce qu'il dit, c'est de se faire référencer par un autre développeur. Moi, souvent d'ailleurs, on me demande de référencer d'autres personnes. Donc, créer des projets, partager votre contenu, permet d'être référencé par d'autres développeurs. Évaluer son travail à 100% et savoir si c'est bien ou pas. Si j'ai un dev et qui me fait un truc et que le truc, je le teste et ça marche, le projet. Juste technique, c'est pas... En fait, je sais pas si derrière, genre, le code, il est fait n'importe comment... Est-ce que, par exemple, on a eu un cas où on avait recruté un développeur, on lui avait donné un projet test. Et donc, le mec, il avait été super rapide pour faire le projet test et ça marchait bien. Donc, c'était ah, super, le mec, c'est vraiment un codeur super senior. En plus, il coûtait très cher, il était très senior. Donc, il doit être super fort. Donc, les autres devs m'ont expliqué ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est rentré dans l'application et qu'il devait faire des choses, le mec était très, très averse au risque. Donc, en fait, avant de faire un truc, il allait checker 112 éléments, etc. Et du coup, il était super lent en pratique, en fait. Donc, sur le papier, sur un projet test, sur un exercice qui peut aller rapide. Donc là, on voit le meilleur exemple possible. Le mec, il est rapide pour faire un projet, mais généralement, quand tu es trop senior, il y a beaucoup de seniors qui font cette erreur-là, et ben ils veulent tout faire parfait. Faire tout parfait, généralement, quand tu es dans un SaaS, c'est pas ce qu'on veut, parce que ça sert à rien de s'amuser à implémenter 45 tests, faire 35 minutes, 35 heures de TDD et tout ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu crées un projet, donc même si tu es rapide, en réalité pour coder, eh ben, il faut aussi que tu sois rapide pour coder dans une application qui existe déjà sans avoir peur de te casser. Donc l'autre élément, parce que pourquoi ça peut pas te donner complètement les gens, parce qu'il y a 3 compétences dont tu as besoin dans un développeur. Le premier, c'est évidemment le code qui est important. Le deuxième, c'est potentiellement le produit que tu peux contrebalancer en étant toi-même, en prenant le produit, mais une personne qui comprend le produit, c'est bien. Il y a des développeurs qui sont vraiment juste tu me donnes un truc et je le code, et des développeurs qui comprennent le besoin client, et ça aide quand même beaucoup, parce qu'il fait un pas vers toi, il va te poser des questions. Sinon, les gens vont pas te poser des questions, ils vont créer des trucs où tu dis, mais ça n'a aucun sens ce que tu as créé, et le mec, il va dire, ouais, mais c'est ce que tu m'as dit de faire. Ouais, techniquement, c'est ce que je t'ai dit de faire, mais si tu avais réfléchi par toi-même, tu aurais compris que ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc là, 2 compétences, il y en a 3 en tout, 2 compétences pour un développeur. Le premier, c'est le code, évidemment, et le deuxième, c'est le produit. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu crées des projets et que tu pratiques dans ces projets-là, parce que c'est là que ça te donne l'expérience produit, de se dire comment faire une application qui fonctionne bien. Et c'est là l'importance de réussir à articuler une application qui a un sens vis-à-vis de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, pour que quand un client, donc ici par exemple Stan Leloup, vient te proposer de faire quelque chose en te disant est-ce que tu peux implémenter cette feature-là, si toi tu as une vision produit, tu seras capable d'implémenter cette feature dans le produit pour que le produit reste cohérent. Et beaucoup de développeurs font des boutons dans tous les sens, des trucs dégueulasses, et le mec derrière il se dit ça n'a aucun sens. Non, par exemple, permission, différentes permissions, tu vois. Dernière compétence, c'est l'entrepreneuriat en fait. Parce qu'il y a une différence. Et la dernière compétence, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, si en tant que développeur, tu arrives à avoir le code, ça c'est la base, c'est le plus simple. Ensuite, le produit,
Donc cette fois, créer des projets de zéro, pratiquer pour créer des expériences utilisateurs. Et le troisième point, c'est l'entrepreneuriat, donc être capable d'entreprendre, d'améliorer soi-même et que tu sois pas simplement un pisseur de code, excuse-moi du terme, qui est juste là pour réaliser des features, réaliser des fonctionnalités. Et bah à ce moment-là, tu deviens un profil intéressant pour un mec comme Stan Leloup, pour créer un SaaS, etc. Donc c'est vraiment ces 3 points qu'il va falloir travailler. Le code, c'est plutôt simple. En tout cas, c'est la partie la plus simple. Le produit, ça devient compliqué et pour ça, il faut faire des projets. Et l'entrepreneuriat, pour ça, il faut lancer des projets. Et donc là, c'est vraiment la 3e étape la plus complexe. Différence entre être dev et être cofondateur d'une boîte. Et je pense que l'entrepreneuriat, dans ce domaine-là, c'est principalement une certaine robustesse émotionnelle. Et c'est là où je dis où il faut travailler avec les gens parce que tu peux avoir des gens qui sont techniquement très bons, mais en fait, ils ont du mal avec l'incertitude, les hauts et les bas, le fait que voilà, y ait des problèmes au quotidien, etc., qui vont les user et en fait, ils vont pas tenir le coup. L'autre question, c'est du coup, pourquoi est-ce qu'un dev, plus il est compétent, plus il y a une question de pourquoi il travaille avec toi. Donc, il y a un peu une sélection adverse. Tu vois. Donc, une raison évidente, c'est tu peux le payer. Mais là, il faut comprendre que vraiment, un dev qui peut vraiment être compétent, tu vas le payer très cher. Ou alors, qu'est-ce que toi t'apportes? Donc là, il y a un point très intéressant. Un très bon dev, pourquoi est-ce qu'il travaille avec toi? Donc ça, c'est quelque chose que personne qui m'envoie des messages a compris. Je reçois beaucoup de messages pour participer à des SaaS, à des projets freelance, etc. Chaque fois, je me dis pourquoi est-ce qu'ils pensent que moi, qui fais des vidéos sur YouTube, qui fais des formations, qui ai mon propre SaaS, vais passer du temps pour travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que il faudrait que ce projet me rémunère plus. Et donc, toi, en tant que débutant, la question de se dire, c'est le mec qui cherche un fondateur, un cofondateur, quelqu'un qui travaille avec lui, eh ben, il a envie de quelqu'un de buzzy. C'est pour ça que souvent, on dit que quand tu es occupé, quand tu es buzzy, quand tu es dans une entreprise, tu es plus attractif que quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise. Une entreprise préfère débaucher des devs qui sont déjà en CDI que des devs qui n'y sont pas. Donc ça, c'est assez Pourquoi il n'y a marrant. pas plus de gens qui se mettent à dev? Est-ce que c'est parce que c'est pas si évident que ça, il faut quand même toi, avoir des capacités de base ou autre? Parce que tu dirais, j'ai l'impression maintenant, même si tu es un dev médiocre, Ouais. tu gagnes bien ta vie, tu vois. Ouais. Donc tu pourrais dire une personne qui est actuellement au chômage, qui sait pas quoi faire de sa vie, qui veut juste gagner sa vie, gagner 3-4 000 euros par mois dans un travail même en France, il suffirait d'être dev correct, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, tu as l'impression que ce gap, il continue à Je pense à grandir, qu'il y a une croyance limitante énorme. Que c'est un truc un peu... C'est un truc vraiment où il faut ouais. être super intelligent, il faut être fort en maths. faut avoir la musique techno dans les oreilles Ouais. et aller à Ouais, fond. je pense qu'il y a une croyance limitante énorme là-dessus. Parce qu'en réalité, si tu regardes genre des bootcamps de code, des formations de code de base, la réalité, c'est que le code, en fait, c'est un domaine très large. Mais si tu dis, OK, moi, j'ai envie de pouvoir implémenter des trucs en JavaScript et tout, toi et moi, on pourrait le faire en 3 mois et on pourrait avoir des compétences OK, tu vois. Après, est-ce que tu vas créer des algorithmes de recherche chez Google? Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Là, c'est intéressant. Et moi qui suis dans le domaine de la formation et qui vois beaucoup de développeurs passer dans mes formations, me poser des questions, vraiment, je vois moi personnellement ce gap. Créer du code pour créer un SaaS, pour créer ton projet toi-même, c'est pas compliqué en soi, ça va être compliqué. Il y a des gens vraiment qui sont faits pour ça, où tu vois, qui vont apprendre beaucoup plus vite. Donc c'est toujours une question de temps. Il y a des gens en 3 mois, ils vont avoir un code très propre, ils vont faire quelque chose déjà très bien. Et il y a des gens en 3 mois, ils seront même pas à 5% d'un autre gars en 3 mois. Et donc, il faut vraiment faire attention. Est-ce que tu es quelqu'un plutôt fait pour le code ou pas? Et donc ça, tu le vois en pratiquant, c'est surtout l'algorithmique qui te fait tester parce qu'un développeur, c'est pas juste quelqu'un qui crée des interfaces, mais c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, mettre les choses d'une certaine manière pour que ce soit cohérent pour le futur développeur, etc. Donc ça, c'est le seul piège et le seul truc où je suis pas totalement d'accord avec eux, c'est que tout le monde peut devenir développeur, mais tout le monde ne peut pas devenir développeur en 3 mois. Pour des personnes, le moment de déclic, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, il peut prendre beaucoup plus de temps à arriver que pour d'autres personnes. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Quand les gens se disent, ouais, moi, entrepreneur, du coup, c'est être Mark Zuckerberg. Moi, je vais jamais être Mark Zuckerberg. Ouais, je peux pas être entrepreneur. Mais aujourd'hui, tu dis, ouais, tu peux être entrepreneur, tu peux faire ton petit site e-commerce. Et en fait, voilà, tu as plus en commun avec le boulanger qu'avec Zuckerberg, finalement. Tu vois, il y a cette croyance limitante de qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Et les gens disent, ok, codeur, c'est un mec qui est ultra, un énorme nerd, qui a fait MIT et tout. Alors qu'en fait, il y a une grande gamme de codeurs possibles. Et il y a des trucs qui sont vachement plus simples. Mais les gens n'arrivent pas à se projeter dedans. En fait, moi, codeur, ils n'arrivent pas à se projeter dedans. En plus, le combo aussi codeur-entrepreneur, il est incroyable. Quoi. Ouais. Enfin, je connais pas le mec qui ont fait notamment tous les petits trucs, tu vois, les extensions, les petits SaaS et autres. Et c'est un des meilleurs moyens de potentiellement de très bien gagner. Quoi. Codeur entrepreneur, c'est vraiment le hack et je vous invite aussi à tester. Donc, par exemple, tu crées une audience. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le marketing, tu vois. Je n'ai pas commencé en jour 1 en faisant SaaS. J'ai commencé en créant une audience et après en vendant un SaaS. Donc, dans plein de cas, tu peux commencer en vendant une formation. Par exemple, tu vois, prenons l'exemple de Guillaume Houbèche qui a fait son logiciel de prospection. Supposons qu'au départ, il n'avait pas de développeur avec qui s'associer.
mais il se dit, ok, moi j'ai une technique de prospection qui je pense peut être cool, Fonctionnel. donc pour l'automatiser. Bon, deuxième partie qu'on a ici, c'est quelles compétences tu dois développer en tant que développeur si tu as envie de toi-même de créer un SaaS. Alors là, c'est en tant que marketeur, mais il y a un premier point qui est intéressant qui nous partage juste ici. Pour trouver l'idée de ton SaaS, Formation, il y a un timer qui décompte combien de temps ils ont passé sur chaque programme. Tu vois. Mhm. Je me dis, bah, pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais si tu poses pas ces questions, les gens vont pas te le dire spontanément. Souvent, une bonne idée de SaaS, c'est dès que les gens ont une spreadsheet pour faire un truc, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de le faire et ils le font et ils mettent du travail dedans. Mais potentiellement, tu pourrais automatiser et simplifier pas mal d'éléments. Donc ça, une bonne idée de SaaS, c'est une idée de SaaS en B2B par défaut, c'est le plus simple à scale et le plus simple à gagner beaucoup d'argent là-dessus. En B2C, ça va être plus dur, il va falloir faire des techniques marketing plus compliquées. Et une bonne idée de SaaS, c'est si tu es déjà en entreprise, regarde les spreadsheets qui sont le plus utilisés et réfléchis à quel genre de SaaS pourrait remplacer cette spreadsheet de manière beaucoup plus efficace. Ça, c'est vrai que c'est un super concept. Et si tu crées un SaaS, avoir le cheat code de tout simplement être dans une entreprise, dans l'opérationnel d'une entreprise, ça peut vraiment être super valuable pour toi. et l'autre élément, c'est les user stories. Les user stories, c'est écrire toutes les actions qu'un utilisateur peut faire et c'est à la première personne. Donc c'est genre, je me connecte sur le site et je vois le dernier programme où je me suis connecté. Quand je clique sur le programme, j'arrive à la dernière leçon que j'ai vue. Ça, c'est littéralement chaque clic, chaque action possible qui est définie du point de vue de l'user par rapport au truc. Donc s'il n'y a pas marqué je clique sur le bouton supprimer pour supprimer la leçon et que le mec il n'a pas mis de bouton supprimer, bah, c'est pour ta pomme. Tu vois, mais tu apprends vraiment à réfléchir dans ce niveau de détail. Alors tu n'arrives jamais à avoir 100% des éléments, mais tu peux y arriver à 95%. Parce que sinon tu te rends compte que si tu y es à 70% et que la personne te code un truc. Ça, les user stories, c'est super intéressant et c'est exactement ce que je suis en train de faire pour mes tâches. Donc, en tant que développeur, souvent, tu vas avoir ce genre de ticket. Donc, par exemple, ici, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter. Je souhaite pouvoir me connecter avec mon nom. Ici, un screenshot. Je veux ensuite que mon nom d'utilisateur soit affiché dans la header. Et quand je clique sur mon nom d'utilisateur, je me déconnecte pour rediriger sur la page d'accueil. C'est ce qu'on appelle des user stories. C'est écrit à la première personne en mode l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Et en tant que développeur, c'est intéressant de comprendre ça. Ça, typiquement, c'est un projet, le projet final pour Begin React que tu peux trouver sur mlv.sh/react comme ceci, afin de pouvoir tester ces cours. Très intéressant, très très intéressant. Et dans beaucoup de cas, tu te confonds d'un problème et tu te dis ouais, c'est vraiment chiant, je sais pas où mettre ce truc. Et en fait, tu te rends compte que c'est des problèmes, des décisions qui sont vraiment dures à prendre. Et que si tu la laisses à un dev qui, lui, en plus, doit l'implémenter en même temps, il va faire au plus simple. Et par ailleurs, l'implémentation technique va impacter la manière dont lui va le faire. Donc, il va le faire de la manière la plus simple d'un point de vue technique. Alors que toi, tu peux le faire de la manière qui est le mieux pour le user, comme tu n'as pas toi-même à implémenter. Et après, tu peux négocier avec le dev où il te dit si on le faisait différemment, ce serait beaucoup plus simple. Mais tu vois, toi, tu représentes le user et lui représente la technique et vous pouvez négocier ensemble. Versus si c'est lui qui doit tout faire lui-même. Et faire ce qui est plus simple pour lui, il va pas faire ce qui le est plus pour simple. ouais. Et donc, parfois, ce que tu as, c'est que genre, tu as un truc et tu as des champs et le bouton pour valider, il est en haut au lieu d'être en bas. Bah, pourquoi le bouton il est en haut? C'était plus simple de le faire d'un point de vue technique. Évidemment, d'un point de vue user, quand tu es en train de faire le truc et tu cherches le bouton, bah, tu le cherches en bas et il n'est pas au bon endroit. Mais encore une fois, si tu ne l'as pas défini à l'avance, c'est vraiment pour ta pomme. Et c'est là où je pense que c'est là où on rentre un peu dans la limite, où à un moment, il y a aussi le dev qui doit un peu prendre ses responsabilités. C'est là où je te parlais d'avoir un peu de compétences produits pour un dev. Mais c'est là où, en fait, en termes de produit, tu peux apporter beaucoup de valeur. En vraiment réfléchissant quel est le produit et qu'est-ce qu'il va accomplir. Une vision très claire du produit. Et ça, c'est pas particulièrement technique, en fait. C'est vraiment... Là, tu vois l'importance d'être un développeur qui comprend le produit et de ne pas être limité par la technique. La technique ne devrait jamais te limiter. Mettre un bouton en haut d'un formulaire au lieu d'en bas parce qu'en haut, c'est plus simple par rapport à tes states, etc. ou ton contexte, on s'en fout. On veut quelque chose d'agréable pour l'utilisateur. Toujours vraiment de comprendre le besoin de l'utilisateur, de comprendre le workflow. Finalement, la troisième compétence qui va être importante, c'est de gérer les sprints. Et gérer les sprints, c'est assez intéressant parce que c'est de la stratégie, en fait. C'est Age of Empires. On a X ressources. On a des trucs qu'on va faire c'est chronique. 100 fois plus que les ressources qu'on a. Genre, littéralement, si tu as une demande de fonctionnalité et que tu dis cette demande, elle est pas mal, tu en auras 20 fois plus que ce que tu peux faire concrètement. Donc, tu es toujours en train de dire, mes ressources, elles sont toutes petites par rapport à ce que je voudrais faire. Et donc, c'est vraiment un élément de qu'est-ce qui est le plus important maintenant et de faire des choix ultra extrêmes là-dessus. Et là-dessus, ça veut dire que tu vas demander au dev des estimations claires. Tu vas dire, OK, j'ai listé 10 trucs que je voudrais faire, donne-moi pour chacun une estimation. Au départ, ils veulent pas trop le faire parce que le problème, c'est que s'ils te donnent une estimation, ils se committent. Ils se committent et il y a un risque que ça prenne plus de temps. Mais toi, si tu n'as pas d'estimation,
c'est comme si tu es dans Age of Empires, tu construis des bâtiments, mais tu sais pas à l'avance combien de ressources ils vont te faire. Et du coup, tu as construit genre un moulin, et tu pensais que ça allait te coûter 10 bois, et au final, ça t'a coûté 1000 or et 12 diamants, tu vois. Et du coup, t'es baisé parce que... L'estimation, c'est un énorme sujet. En tant que développeur, faut être capable d'estimer. Alors attention, ici, il se fait bien piéger parce qu'il parle de temps. C'est très dur d'estimer vraiment le temps d'une tâche. Souvent, on parle de complexité et ça devient très abstrait. Et ça, dans le principe Jira, Scrum, etc., c'est toute une embrouille sans nom. Et je suis impatient, si tu l'as pas déjà fait, que tu expérimentes tout ça. Bon, voilà pour la conclusion de cette interview très intéressante. Vous pourrez retrouver l'épisode de podcast ou la vidéo YouTube que j'ai regardé ici, le trilliard, dans la description. Et voilà, donc point important, si tu es développeur et que tu as envie de créer un SaaS, eh ben, il va falloir déjà que tu connaisses le produit que tu veux créer et que tu aies une vision produit sur celui-ci, que tu aies le côté entrepreneurial et que tu aies le côté marketeur. Donc ça va être compliqué. Mais si au contraire tu veux juste t'associer avec un marketeur, eh ben, il va toujours falloir connaître le produit et être capable de réfléchir à un produit logique. Il va aussi falloir avoir des compétences entrepreneuriales si tu veux être parmi les premiers développeurs. Penser à demain pour aller faire les choses plus efficacement, pour réfléchir comme un entrepreneur, parce que finalement un SaaS c'est un projet entrepreneurial. Il va te falloir ne pas être un frileux, être plutôt un guerrier qui va vite et pas un artiste. C'est pour ça que je déteste le thème artisan du code. Pour moi, les artisans du code, n'ont pas compris. Le but du code, c'est de vraiment créer, de ship, etc. Et en aucun cas de devenir un artiste qui est un artisan qui crée des choses pendant des mois dans son truc pour venir sortir une statue magnifique. Non, un développeur, son job, c'est d'aller vite, c'est de faire les choses bien. Et je compte sur toi pour le faire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à taguer Stan Leloup, comme ça peut-être qu'il m'invitera dans son podcast et on partagera sur l'artisanat du code et ses expériences. C'est très drôle. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.